Bonjour à tous. Donc on a un peu moins de temps que prévu pour cette table ronde. Voilà, on va essayer de ne pas trop déborder, sinon on va sauter le repas de midi, ce qui serait dommage. Voilà, donc on a 4 brillants intervenants, je laisserai le soin de se présenter. On a essayé de découper cette petite heure qu'on va passer ensemble en plusieurs parties, en essayant de distinguer un peu des points de vue personnels d'enseignants-chercheurs, d'autres du domaine, avec peut-être, si c'est déjà pris, des positions de nos institutions par rapport à l'enseignement, ou qu'est-ce qui se prépare dans les réflexions. Okay. Mais auparavant de commencer, j'aimerais bien que vous vous présentiez rapidement. Florence, t'attaques, comme ça on ne t'oublie pas. Ça va être toi. Vas-y. Attends, parce qu'elle va démarrer. Vas-y, Michel. Ok. Donc Jean-Michel Bruel, moi je suis enseignant à l'Université de Toulouse. En Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Non, alors il faut taper, je pense. Donc je continue la présentation. Donc moi j'enseigne en IUT, donc c'est une particularité peut-être. Et j'enseigne la modélisation, donc qui est pas donc UML hein, pour faire simple, pour des boîtes et des flèches, qui est pas une discipline sexy pour les étudiants. Et donc sûrement comme vous tous, je suis toujours à la recherche d'innovation pédagogique, etc. Et donc bien sûr j'ai testé un petit peu l'utilisation en tant qu'enseignant. C'est-à-dire, par exemple, générer des exercices, générer des TD, ce genre de choses. Donc ça c'est mon expérience en tant qu'enseignant. La deuxième expérience que je suis venu apporter, c'est que je co-encadre une thèse où ça va faire bondir certains, mais l'idée c'est de faire un Moodle intelligent qui aide l'étudiant dans ses parcours et ses exercices et ses modules, et qui aide aussi l'enseignant à planifier ses exercices et ses modules et la progression pédagogique. Et dans le cadre de cette thèse, on a commencé à mener des expériences pour voir si les étudiants faisaient la différence entre des feedbacks qui leur étaient donnés par des humains et des feedbacks qui leur étaient donnés par ChatGPT. Et voilà, en termes de présentation, je vais m'arrêter là. Et on parlera de plein de choses ensuite. Je n'ai plus rien du tout. Diane Lingrand, donc Université Nice-Côte d'Azur. J'enseigne en école d'ingénieurs de Bac+1 à Bac+5 au département sciences informatiques de Polytech. Je suis issue du monde de la vision par ordinateur et du traitement d'images et j'ai évolué vers l'apprentissage automatique. Mes enseignements sont quasiment tous en apprentissage automatique ou machine learning maintenant. Et donc tous mes étudiants ont installé Copilot sur leur ordinateur, on va en reparler après. Bonjour à toutes et à tous. Donc Mathieu Hacher, je suis enseignant et chercheur en génie logiciel. Donc j'enseigne à l'INSA de Rennes où je suis professeur des universités et je suis chercheur à l'INRIA dans l'équipe diverse qui utilise des approches génératives pour le logiciel depuis très longtemps. Et enfin, sur les LLM, je m'occupe d'un défi INRIA qui regroupe une quinzaine de partenaires et d'équipes de recherche sur cette thématique de Large Language Model pour le code. Donc évidemment, je suis intéressé par le sujet d'un point de vue scientifique, plein de questions ouvertes, notamment pour les évaluer correctement. Et en enseignement, plutôt Bac+3, +4, +5 pour les ingénieurs. Elle demande si on pourrait faire ça au téléphone. Ouais, mais il faudrait... Merde, c'est en l'inverse maintenant. Faudrait écrire, ça marche pas. Demande à ChatGPT qui t'inverse l'image. Ouais, c'est... On va voir. Elle doit voir l'endroit. Je parle, mais il se passe rien, donc... Ah si, on m'entend. T'appuies qu'on entend. On t'entend. Quoi? Bon, ça va être compliqué. Moi non.
c'est-à-dire que ça va être un peu compliqué, comme j'ai rien entendu de ce qui précède. Je vais me mettre de l'autre côté, là, pour taper. Sans le retour, je crois que ça va être compliqué. Si je bouge le truc, bon, on va continuer. Donc un premier tour sur l'expérience plutôt personnelle d'utilisation dans le cadre de vos activités. Lequel démarre? Ouais, donc j'en ai un peu parlé. Et en fait, moi, ce que je voudrais revenir, c'est que j'ai commencé à m'en servir à titre personnel dans les enseignements, donc ça c'est assez transparent pour les étudiants. Et par contre, j'utilise un système avec GitLab qui fait que les étudiants, c'est pas leur dépôt personnel qu'ils utilisent, c'est un dépôt qui est sur une, je sais plus comment GitHub appelle ça, une organisation. Et du coup, j'ai été bombardé de demandes effectivement de Copilot, parce que les étudiants utilisant le dépôt sous une organisation ne pouvaient pas utiliser leur Copilot personnel. Ils voulaient que en fait l'organisation, donc l'IUT de Blagnac en l'occurrence, s'abonne au Copilot. Donc le constat que moi je fais, c'est que de toute façon, quand bien même on déciderait de ni l'enseigner ou de pas l'utiliser, les étudiants effectivement l'utilisent. Je pense que tous les étudiants l'ont sur leur machine. Donc en fait, moi j'ai pas d'éléments intelligents à apporter à la discussion. Je suis venu plutôt chercher des informations sur voilà comment font les autres, quelles questions se posent les autres. Et donc en termes, ça c'est en termes personnels. Moi je me suis assez vite arrêté en fait suite à des discussions, que ce soit sur des discussions de consommation énergétique, puisqu'à l'IUT de Blagnac, on s'est labellisé pour tout ce qui est adaptation locale sur le numérique responsable. Donc à un moment donné, on est confronté à la question, mais est-ce que c'est vraiment numériquement responsable que d'inciter les étudiants à utiliser quelque chose qui consomme plus d'énergie qu'il n'en faut. La question aussi une discussion avec Carlo Ghezzi qui lead un truc qu'il appelle Digital Humanisme. Si vous êtes intéressé, vous cherchez Carlo Ghezzi Digital Humanisme, et donc voilà où il m'a amené à me poser beaucoup de questions sur le côté humain de la chose. Donc voilà, à titre personnel, je me suis un peu arrêté. Et après voilà, des discussions aussi au sein de la CIF avec des collègues de la CIF sur le fait que tant qu'on a des outils à notre disposition qui ne viennent que des GAFA, finalement on les nourrit, on les alimente et on les aide à grossir encore plus, alors qu'en fait il faudrait peut-être se poser des questions un peu plus fondamentales. Donc ça c'est tout ce que je dis, c'est à titre personnel bien sûr. Yann? Donc à titre personnel, par curiosité, j'ai aussi essayé de jouer avec. J'ai vu que par contre, c'est vrai que mes TP de machine learning sont réalisés sans erreur et parfaitement. Que par contre, d'autres TP un peu plus exotiques, même de première année, Bac+1, par contre, sont... là, c'était une catastrophe. Donc c'est pas forcément... Il y a des TP de dernière année qui sont réalisés plus facilement parce que c'est justement le domaine de code sur lequel a été entraîné Copilot. Donc là, on a des très bons résultats. Alors pour mes besoins personnels, j'ai fait plusieurs essais. Par exemple, une librairie sur laquelle j'ai vraiment souffert lors de son installation sur des problèmes de compatibilité entre packages. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas si je pouvais avoir une aide. Donc là, ça a été 0. Et l'autre exemple est celui que mentionnait Frédéric Precioso tout à l'heure pour la biblio, justement, dans un domaine qui était un peu nouveau pour moi, où j'ai voulu un peu déchiffrer, aller trouver des références, aller trouver d'autres expériences, d'autres expérimentations. Et là, ça a été un échec total puisque ça paraît très beau. Les plans de cours, c'est bateau, c'est creux. Enfin, tout ce que j'ai essayé de faire, c'était creux, ça ne m'a pas servi. Par contre, mes étudiants, donc, qui l'utilisent massivement, ma première optique a été de laisser faire pour voir et en parlant avec eux. Donc il y a même une version de Copilot qui permet de taper le code à la vitesse où un étudiant le taperait.
Donc un de mes étudiants qui visiblement ne comprenait rien, parce que par contre moi je fais afficher des courbes, je fais afficher des graphiques, je fais afficher des images, et de loin je vois que la tangente qui devait passer par le point, la tangente elle n'est pas sur la courbe, donc j'ai pas besoin de me déplacer pour voir que le résultat est faux. Et là un étudiant qui me disait mais si, mais c'est moi qui l'ai fait, donc à un moment je lui ai demandé on va faire un exercice, tu tapes dans les mains et tu lèves les bras. Donc là, il n'a pas compris, il a levé les bras et l'ordinateur continuait de taper du code. Donc je lui ai dit, regarde, tu arrête de me raconter des bobards. Bon, voilà. Non, on peut s'amuser une fois, mais en fait, ce que j'ai expérimenté sur certains, comme on disait, c'est un peu l'étudiant qui veut toujours tout savoir mieux que le prof. Et c'est que là, en plus, avant, un étudiant pouvait avoir l'impression, s'il avait été sur YouTube, sur TikTok, sur WhatsApp, Snapchat, pendant le TP, où il s'est lavé, rêvassé à écouter sa musique, je pense qu'il y a une partie de lui-même qui savait, en sortant du TP, qu'il n'avait rien fait. Et peut-être qu'au moment de l'examen, il a se dit « Ah ouais, ce TP, j'avais quand même pas été sérieux, il faudrait peut-être que je le rebosse. » Mais là, c'est l'illusion, en sortant de mon TP, qu'ils l'ont fait. Parce que ChatGPT, Copilot l'a fait. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Et c'est quelque chose, donc je me suis pas mal intéressée à ce qui était publié comme dans la littérature. Donc il y a une étude vraiment que j'ai trouvée, j'ai pas réussi à en trouver d'autres, pour l'intérêt que peut avoir pour l'enseignement de l'informatique, de la programmation, ce genre de système. J'en ai pas trouvé d'autres. Ce serait difficile à reproduire parce qu'il faudrait des conditions dans lesquelles on arrive à remettre les étudiants à avoir une population qui l'utilise et une qui l'utilise pas. Moi, ils l'utilisent tous. Pour arriver. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à avoir, c'est l'engagement de l'étudiant vers son apprentissage. Parce qu'en fait, pourquoi pas ne apprendre avec Copilot ? Pourquoi pas apprendre avec ChatGPT ? Alors, modulo les problèmes environnementaux, mais on peut se poser la question. Mais si l'étudiant a envie d'apprendre, quel que soit le moyen, je pense qu'il y arrivera. Donc il y a sûrement des choses à étudier, et ça m'intéresserait de voir ce qu'on peut en faire. Pour le moment, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact négatif, et notamment essayer de parler avec les étudiants, de leur montrer, mais regarde, ça, tu as cette solution, elle n'est pas correcte, pourquoi ? Donc les entraîner déjà à analyser ce qu'ils reçoivent comme code pour voir si déjà ça répond à la question ou pas, est-ce que c'est une bonne solution ou pas. Et donc on va essayer de combler les effets négatifs, et la question c'est est-ce qu'on pourrait faire quelque chose aussi de plus positif ? Mathieu ? Ok, donc moi mon expérience c'est plutôt Bac plus 3 et Bac plus 4, Bac plus 5, donc en école d'ingénieur. Alors les étudiants utilisent ces outils, mais il y en a quand même une proportion non négligeable qui met un frein à l'utilisation de cet outil parce qu'ils ont un peu peur de leur usage et de ne pas comprendre précisément ce qui se passe, justement. Donc j'ai été moi-même surpris par ce genre d'attitude parce que, pour le coup, moi j'ai plutôt tendance à encourager l'utilisation de ce genre d'outils. Je pense que c'est un outil d'augmentation formidable. Et à la fin du cursus, il faut quand même que nos étudiants soient meilleurs que l'intelligence artificielle. C'est quand même ça le chemin à prendre. Donc l'ignorer complètement, ça me semble vraiment difficile. Et donc il faut savoir l'utiliser. Et il ne faut pas l'utiliser directement. Par exemple, à Bac plus 3, ça me semble dangereux parce qu'il faut avoir les fondamentaux. Il faut accepter de faire des exercices bateaux dans lesquels ton partiel est réalisé en 2 secondes par ChatGPT. C'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que l'étudiant il ait ses fondements. Et une fois qu'il a ses fondements, il peut envisager de collaborer avec ce genre d'intelligence artificielle. Et là, il y a tout un travail à mener. Après, en tant que scientifique, j'aime bien aussi expérimenter avec mes étudiants pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. On manque quand même d'études là-dessus. Donc, c'est un terrain de jeu, donc désolé pour les étudiants, un peu cobaye. Mais souvent, ce qu'on fait aussi, c'est demander un retour d'expérience de leur usage de ChatGPT. Donc, encourager leur usage et ensuite une évaluation qui comptait carrément 25% sur le dernier module sur qu'est-ce que m'a permis de faire ChatGPT, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et on a des insights hyper intéressants où les étudiants comprennent le potentiel de ce genre d'outils, les limites, etc. Donc
Moi, je suis très positif sur les LLM, très enthousiaste, et j'ai une bonne confiance dans les étudiants, dans leur capacité à avoir du recul sur ce genre d'outils. Alors peut-être que je suis biaisé parce que je suis à l'INSA et peut-être que les autres populations d'étudiants, ce ne sera pas la même chose, mais j'encourage l'usage de l'IA dans mes enseignements. Ok. Donc là, c'était un point de vue, on va dire, d'expérience. Ouais. Il y a une question, c'est ça? La question pour l'enseignant-chercheur, est-ce qu'à l'avenir, en fait, l'enseignant-chercheur doit avoir l'expertise, la connaissance de l'IA, enfin de LLM, pour pouvoir corriger, en fait. Finalement, si on lui donne que imaginez un prof de programmation, il a le code, c'est le correct. Pour aider les étudiants, pour les accompagner dans l'usage de ces outils, il faut qu'il ait un minimum une connaissance. Donc l'enseignant-chercheur, en plus de sa discipline, il faut qu'il ait une expertise assez forte pour accompagner les étudiants. Et de l'autre côté, je me pose la question, est-ce qu'on n'a pas intérêt à armer les étudiants avec cette connaissance, puisque ce matin on écoutait la conférence de notre collègue SAP, les ingénieurs d'eux-mêmes sont quasi obligés d'avoir cette expertise, ces compétences plutôt. Et donc, c'est à deux niveaux. L'enseignant-chercheur, comment on peut l'accompagner, enfin, quelle expertise ou quelle compétence il doit avoir pour accompagner les étudiants, et les étudiants, est-ce qu'ils doivent avoir cette expertise à la sortie des écoles d'ingé ou des universités? Lequel veut répondre? Donc peut-être pour ceux qui sont à distance, la question portait sur est-ce que les enseignants-chercheurs qui vont accompagner les étudiants qui utiliseraient ces LLM doivent aussi avoir une maîtrise de ces techniques-là. Bon, je pense qu'il ne faut pas être complètement ignorant, mais moi ça me dérange pas de pas du tout avoir la connaissance de Frédéric qui a été présenté ce matin, par exemple. Il y a quelqu'un en distance qui a son micro. Ouais, merci. Mais en fait, je pense qu'il faut plutôt être capable de leur faire avoir un avis critique sur ce qui est produit, parce que moi, je fais le parallèle avec les quick fix. Vous savez, les étudiants, moi, j'ai aucune idée de comment marche le quick fix, par exemple. Je sais pas d'où ça sort. Souvent, c'est assez pertinent, mais sauf que c'est une liste de choses qui peuvent résoudre le problème. Et enfin, je sais pas les vôtres, mais les miens, ils prennent très souvent le premier qui n'est pas le bon. Pourquoi tu as mis cette variable statique? Parce que sinon ça compilait pas. Mais en fait, c'était pas du tout la solution. Mais maintenant ça compile. Donc voilà, l'étudiant il est content parce que ça compile. Et je pense que c'est exactement la même chose. On va lui demander de faire un développement qui fait ci, il va trouver une solution qui le fait. Et donc savoir comment la technologie LLM fonctionne, etc. Enfin, ou ne pas être un spécialiste de LLM, je pense que ça n'empêche pas d'utiliser les LLM dans sa pratique pédagogique. Je pense que ce qui est plus important, c'est d'être capable, et ça c'est pas non plus évident, mais en général c'est ce qu'on essaie de faire, c'est qu'ils aient un esprit critique sur ce qui va être produit et qu'ils soient capables de faire le tri entre une hallucination, pour reprendre le vocabulaire de ce matin, et un vrai code. Donc je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Mathieu. Je pense que ça ne peut s'utiliser de manière efficace que quand les étudiants ont atteint un certain niveau de maturité. Le problème, c'est de les inciter à atteindre ce niveau de maturité avant, parce qu'ils vont bien voir que le petit copain il a fini son TP en 3 minutes au lieu d'une heure et demie, etc. Donc c'est pas facile. Je vais juste donner la parole à Frédéric, si j'y arrive. Voilà. Tout simplement parce qu'il a essayé de monter un cours sur le prompt engineering. Donc l'objectif là, c'est pas de comprendre comment marche sa machine, c'est plutôt de comprendre comment l'utiliser. Donc juste quelques mots. Oui, alors on a fait ça pour des non-experts. C'est pas pour des étudiants et des étudiantes en informatique. Là, c'est dans le cadre d'une formation montée par Ephelia pour la CCI, qui a une demande tout à fait explicite, qui est on veut pouvoir faire des prompts pour ChatGPT et des prompts pour Midjourney ou DALL-E pour nos services, qui sachent se débrouiller avec ça. Et en fait, ce dont on se rend compte, et c'est des discussions qu'on a eues au sein du département d'informatique, qu'on a en cours au sein du département d'informatique aussi,
c'est que le prompt engineering aujourd'hui, c'est un livre de cuisine, quoi. C'est-à-dire que, et même quand on connaît le mode de fonctionnement des LLM, c'est pas, on n'est pas encore à un niveau de générique de comment utiliser le prompt engineering, et on trouve surtout des catalogues de recettes un peu partout sur Internet. Comme je mentionnais tout à l'heure sur Udemy, je ne sais combien d'experts et d'expertes se sont déclarés génie en prompt engineering et qui proposent des heures de vidéo pour pas grand-chose. Donc ça, c'est un vrai défi. D'arriver à faire un cours de prompt engineering intelligent, aujourd'hui, c'est compliqué. Oui, on peut demander à ChatGPT, ouais, ça peut être une solution. Ouais, pour compléter le propos, c'est limite une question, si tu peux rester. Est-ce que c'était pas déjà le cas, par exemple, avec Google, le moteur de recherche? Savoir chercher une information sur Google, c'est aussi pas si simple, en fait. C'est très empirique, il n'y a même pas de livre là-dessus. Je ne sais même pas s'il y a des articles de recherche très solides sur comment faire une recherche efficace sur Google. Bon, en plus, il faudrait le faire par domaine, évidemment. Du coup, on tombe quand même sur ce problème-là. Pareil sur Stack Overflow. Voilà, au début, c'était une blague. Il faut aller sur Stack. Mais en fait, il y a quand même une plus-value à savoir maîtriser ce genre d'outils. Et c'est vrai que ça s'enseigne difficilement. C'est très pratique. Et moi, je pense qu'en tant qu'enseignant, il faut faire cet effort de jouer avec ces outils pour aussi mieux les comprendre. Parce que si tu n'as pas cette expérience un peu empirique, tu risques de ne pas pouvoir aider ton étudiant. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect technique, on va dire, j'allais dire syntaxique, c'est pas péjoratif, mais voilà, comment on s'en sert, comment on pose les bonnes questions. J'avais lu dans tes transparents le fait de mettre des contraintes. Donnez-moi cette réponse en 3 phrases. Voilà, donc ça c'est des astuces pour bien l'utiliser. Mais il y a une qualité fondamentale que vont devoir, à mon avis, vont devoir avoir les développeurs du futur. C'est la capacité à spécifier, c'est-à-dire la capacité à bien avoir compris le problème et le reformuler sous une forme qui va permettre au LLM de... Donc c'est pas que des aspects techniques, c'est aussi comment je suis capable de formuler le problème que je cherche à résoudre. Et donc ça nous amène à la réflexion de l'intervenant sur SAP qui disait oui, avant il y avait l'assembleur, le compilateur est arrivé et on a gardé les ingénieurs. Ce qui reste vrai, je pense, et ce qui va rester vrai, c'est la capacité d'abstraction. On a toujours constaté que les meilleurs étudiants, c'était les étudiants qui avaient la meilleure capacité d'abstraction, et ça va rester, sauf que voilà, il va falloir que les codeurs du futur soient des spécifieurs, donc moi je suis assez content parce que je travaille sur les exigences, mais quand je regarde comment ça fonctionne, si on est capable de formuler des bonnes exigences, bonnes pas au sens que ça capture bien le besoin, mais bonnes au sens que ça va permettre à ces outils-là de m'aider, je pense que ça va être je sais pas si c'est un soft skill, mais ça va être une qualité intellectuelle qui va être prépondérante, je pense, et ce qui va faire la différence entre un bon programmeur et un mauvais programmeur. Donc effectivement, s'exprimer clairement et aussi être capable de lire la solution pour voir si elle répond à ce qu'on souhaitait obtenir. Ouais. Et peut-être... Esprit critique. Ouais. Et en complément de ce qui vient d'être dit, il y a 2 choses. La première, c'est... moi, je pense que la communauté du génie logiciel, et c'est un peu aussi une parmi d'autres des raisons des discussions avec Mireille et d'essayer d'organiser ça, c'est que je pense qu'il n'y a pas assez de génie logiciel dans le domaine. En fait, il n'y a pas assez de génie logiciel dans la partie visible de l'iceberg. TensorFlow, il y a du génie logiciel à mort. Enfin, je dirais SAP, j'ai aucun doute que... Mais dans la partie qui est visible par nos étudiants, par plein de développeurs et développeuses, par tous les domaines non experts en informatique qui utilisent ces modèles-là, là, on a totalement oublié, on n'est même pas formé. Des biologistes qui essayent d'utiliser ces modèles-là ont pas la couche, enfin la connaissance nécessaire en génie logiciel. Mais je pense que c'est des discussions qu'on a déjà eues plusieurs fois avec Mireille. Je pense que la communauté du génie logiciel que vous représentez ici aujourd'hui, elle doit reprendre la main. D'ailleurs, ça me permet de faire répondre à une promesse qu'on a faite avec Mireille. Il y a un appel à projet ANR qui vient de sortir, TSAI, des thématiques spécifiques en IA, spécifiques pour le génie logiciel pour l'IA. Et l'objectif de cet appel auquel on a contribué comme on a pu avec Mireille, ça a été de redonner la main au génie logiciel dans le domaine de l'IA.
et une réponse par rapport à... je suis un peu d'accord et pas complètement, pas seulement avec tout ce qui vient d'être dit, parce que dans le domaine de l'IA, pas que pour le prompt engineering, mais même les tricks et les trucs et astuces dont je parlais tout à l'heure qui permettent... si vous tombez sur le blog de l'étudiant indien qui dit « Ah, j'ai fait ça, ça marche génial », peut-être que vous gagnez 4 jours de calcul et pour tous les modèles que vous faites à la suite. Et c'est beaucoup de la tradition orale, si on peut appeler ça comme ça. Et pour le prompt, vous verrez dans les slides qui seront partagés qu'il y a des choses qui sont le chain of thoughts, décomposer un problème en sous-problème. Il y a des choses qui existent et qui sont nécessaires à être enseignées, je suis d'accord. Mais il y a quand même beaucoup d'astuces, justement parce que c'est des machineries tellement compliquées qu'une petite astuce ici, on hack le modèle et puis on gagne énormément. Et donc je pense que là aussi, la communauté du génie logiciel, elle a un rôle à jouer dans le sens où on pourrait faire du prompt plus abstrait que juste du langage naturel. Dans des projets qu'on a imaginés avec SAP et avec Mireille, c'est de mettre une surcouche avant le LLM, où l'entrée, c'est pas juste je dis une phrase et puis il faut que j'apprenne le langage du LLM, c'est moi qui vais devoir me contraindre à parler le LLM avec la bonne formulation de phrase pour que la réponse soit la bonne, mais on peut aussi mettre une couche avant qui va traduire un prompt intelligent avec de l'abstraction logicielle, avec peut-être que je peux donner mon schéma UML à un moteur qui va générer le prompt qui va donner la bonne réponse. Et je pense que ça fait partie des messages aussi de ce que j'ai essayé de faire passer, c'est qu'il ne faut surtout pas être passif par rapport à ça. On prend la vague, et je suis d'accord avec ce que vous avez dit, il faut l'absorber, mais on n'est pas seulement victime, quoi. On peut aussi décider, on peut enseigner le prompt tout en essayant d'essayer de développer en communauté, nationalement, une surcouche qui va permettre d'interagir avec un prompt de façon plus sophistiquée que juste du langage naturel. On pourrait aussi, collectivement, toute la communauté du GL, écrire un livre de comment manipuler ces outils-là dans le développement de la... Enfin, il y a plein de chantiers qui me semblent passionnants, et devant lesquels soit on prend le taureau par les cornes et on agit, soit dans 3 ans on aura des solutions propriétaires logicielles. Je parlais de Starcoder ou de Falcon qui sont des systèmes totalement ouverts, c'est-à-dire c'est pas seulement les poids du modèle, mais le code qui permet d'obtenir le modèle qui est disponible. Et je pense qu'il y a une brèche pour arriver à faire quelque chose. Mais ça va très très vite, donc oui, je pense qu'il faut enseigner le prompt, pour conclure. Je pense qu'il faut enseigner le prompt. Je pense qu'il y a plein de choses intelligentes sur le prompt déjà aujourd'hui, mais on peut aussi aller plus loin, quoi. Pas spécialement. Donc, je suis complètement d'accord avec toutes les perspectives de recherche que tu mentionnes. Après, peut-être que côté enseignement, justement, on n'est pas prêt. On n'a pas encore tout ce que tu racontes. On n'a pas assez de connaissances. On n'a pas assez d'outils à notre disposition. Donc, j'ai envie de dire, on expérimente, on observe ce qui marche pas, et ça va peut-être alimenter notre langage qu'on va tous développer collectivement pour améliorer la communication. Mais donc ouais, là, tu as tracé une belle route, mais je dirais que côté enseignement, pour l'instant, on bricole un petit peu. On subit un peu les choses parce que ça va très vite, on manque de recul. Là, vous avez surtout décrit des expériences personnelles de curieux qui veulent essayer de découvrir comment on peut l'utiliser, à défaut de comment ça marche parfaitement. Collectivement, dans vos établissements, il y a des groupes qui se sont mis en place pour essayer de voir comment les cursus pourraient évaluer, comment on pourrait évaluer les étudiants avec ces outils, comment au contraire on ne souhaite pas qu'ils les utilisent et donc comment on vérifie qu'ils les utilisent pas trop. Juste, on avait fait quelques slides, je sais pas comment tu... Ouais, je sais pas si j'arrive à les retrouver. Ouais. Alors, chez nous, Toulouse, pour l'instant, c'est wait and see. Le peu d'initiatives qu'il y a, c'est plutôt essayer de trouver des sortes de référents, voilà, des gens qui prennent le bâton de pèlerin et qui vont chercher l'information. C'est pour ça, donc dans les slides qu'on mettra à votre disposition, c'est pas très grave si on les met pas maintenant, mais par exemple, nous, il y a quelqu'un là, donc le référent utilisation de l'IA pour l'enseignement. Sur l'université de Toulouse, il nous a fait passer c'est le deuxième slide du coup, Mireille.
Ouais, c'est le deuxième slide. Alors, je sais pas comment ils appellent ça, c'est pas un blog, mais c'est un catalogue de tout un tas de ressources pour l'enseignement d'IA. Donc, je voulais partager ça avec vous parce que j'ai découvert ça en préparant la table ronde. Et c'est une mine d'or d'articles, ouais, voilà. Donc, vous aurez le lien là. C'est pas pour le lire là, mais comme on va partager les slides. Donc, c'est un répertoire avec tout un tas de petites notes. C'est bien fait, c'est bien organisé, il est déjà dans les pages des journées. Donc voilà. Donc pour l'instant, on est plutôt dans cette pour répondre à la question, est-ce qu'au niveau des institutions, ce qui se passe, on est plutôt dans cette phase-là, mais avec beaucoup de retard sur l'université de Bretagne, là, Sud, de collecter les pratiques, les expériences, les exemples, les bonnes idées, les problèmes, les limites, voilà. Mais pour l'instant, aucune règle, si ce n'est des règles, j'allais dire, CFVU, de interdiction de l'utilisation dans les rendus pour des questions de plagiat ou ce genre de choses. Donc pour l'instant, c'est plutôt non. En termes de, si on devait avoir une règle en termes d'enseignement, ce serait plutôt non, mais c'est du point de vue surtout des évaluations, des notes et des examens, pas du tout de la pratique de l'enseignement du logiciel, par exemple. Et côté recherche, on a juste des consignes pareilles de pas utiliser ChatGPT pour écrire ses articles, mais sinon, on n'a pas grand-chose d'autre sur ce sujet-là. C'est vrai qu'on a vu le message arriver dans les processus de review, comme quoi on s'engageait à ne surtout pas les utiliser, ni pour y mettre l'article, ni pour rédiger les reviews. Sur la partie enseignement, donc il y a un groupe de réflexion au niveau du département informatique de Polytech, mais voilà quoi, c'est un sous-réflexion. Non, si tu peux passer le slide encore plus loin. Donc dans ce qu'on a regardé qui existait, il y a cet article de recherche qui s'est intéressé à des étudiants débutants en programmation et avec différentes tâches. Et en fait, la ligne du haut, ce sont les évaluations à la fin de l'enseignement, sachant qu'il y avait deux populations, une population qui avait accès à un LM et l'autre qui n'y avait pas accès. Et ce qu'on voit sur la première ligne, c'est que c'est à peu près équivalent, on ne peut pas dire grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'après... donc il y a eu l'évaluation, l'examen traditionnel, il y a eu une semaine de pause et au bout d'une semaine, ils ont refait le même type d'évaluation avec les mêmes types de difficultés. Et là, on voit par contre une différence entre les deux populations, c'est-à-dire que celle qui a eu accès au LLM, visiblement, les connaissances ont tenu plus longtemps dans le cerveau que pour les autres. Donc, et il y a le deuxième slide qui est aussi issu du même papier. Où on montre qu'en fait, il y a eu... Non, c'est en dessous, il n'est plus. Alors, c'est pas grave s'il a disparu. Ce qui manque, c'est dans le même papier. Hein, si vous voulez chercher la référence, elle est sur Archive. Montrer qu'en fait, il y avait quelque chose de flagrant dans les deux populations, c'est que ceux qui ont eu accès à l'ELM ne se sont pas découragés. Quelquefois, il y a des étudiants débutants en programmation qui se découragent, passent au premier algorithme, oh là là, comment je vais faire pour faire la fameuse factorielle en récursif, ou je ne sais quel exercice par lesquels on est tous passés, et qu'il n'y a pas l'angoisse de la page blanche. Du coup, il y a le fait de pouvoir avoir une première solution, et si on leur demande de modifier la solution, etc., de partir avec un bout de code déjà écrit, pour certains, ça a fait qu'il n'y avait pas cet effet de découragement, qui a eu un impact positif dans l'apprentissage. Donc quand je disais qu'il faut qu'on étudie les pistes où ça peut améliorer les choses, c'en est une. Ok, super intéressant cet article. Alors, pas de message institutionnel, donc je vais parler en mon propre nom, mais ce que j'observe, c'est une hétérogénéité des pratiques et des points de vue chez les collègues enseignants. Certains sont absolument contre l'utilisation de ce genre d'outils, et pour des plutôt bonnes raisons, parce que c'est surtout sur des matières fondamentales, et donc je comprends bien. D'autres sont hyper enthousiastes pour tout aussi d'autres bonnes raisons, donc c'est dur d'avoir un message uniforme, et tant mieux. Par contre, je pense qu'il y a un petit défi, un gros défi même à relever collectif, c'est de fournir une infrastructure pour pouvoir utiliser ce genre d'outils. Parce que là, j'ai l'impression qu'on bricole tous en sollicitant GitHub Copilot, ce qui crée une dépendance par rapport aux GAFAM, on les alimente. Ce serait bien d'avoir une solution open source, dont on sait comment elle a été entraînée. Ça pourrait même être un joli jeu de terrain expérimental pour nous chercheurs, pour évaluer si ça correspond bien aux besoins.
Et puis il y a peut-être l'espoir aussi d'avoir des modèles plus petits, plus économes en énergie, qu'on pourrait déployer en local. Donc c'est un gros défi parce que c'est pas uniquement de la pédagogie et compagnie. Il faut casser des problèmes et puis il faudra certainement recruter des gens avec une expertise là-dessus, capables de les déployer, de surveiller qu'il n'y a pas des non-régressions au fur et à mesure de l'utilisation des étudiants. Et là, je ne sais pas trop si on est prêt à lancer une telle initiative. Je sais qu'on met beaucoup de moyens côté recherche pour avoir des puissances de calcul, etc. Mais elles ne sont pas forcément pour nos étudiants qui se retrouvent à utiliser Copilote, voire à sortir la carte bleue. Ce qui est un autre problème. Dans la salle, il y a d'autres institutions qui ont pris des points de vue sur l'enseignement, la recherche ou... Oui. Téléconseiller, on a pris la décision de ne pas faire des évaluations, de donner des projets à des étudiants sur des évaluations, faire chez soi, parce que ça crée un problème d'iniquité. En fait, il y a certains qui vont le faire via les outils d'intelligence artificielle, d'autres qui vont faire l'effort de le faire. Et donc, sinon, ça met la charge sur l'enseignant d'aller chercher est-ce que c'est fait, qui l'a fait. Donc, plus d'évaluation à la maison. Donc des projets mais non évalués, quoi. Voilà, c'est ça. Projet fait, mais non évalué. D'autres retours? Fred? Si on cherche sur ACM, il y a un webinaire gratuit, une vidéo d'1 heure qui a été enregistrée, auquel on peut accéder en s'inscrivant, sur LLM, code. Oui, on la mettra, on essaiera de la mettre dans les slides en ligne, ouais. On la mettra dans les slides. Et ce qu'on peut voir, c'est que toutes les questions qu'on se pose là, elles sont internationales. Il y avait 800 personnes en live qui ont participé au webinaire de partout sur la planète. Et ce qui est intéressant, c'est que, un peu comme on pourrait l'avoir à un niveau national, il y avait beaucoup d'initiatives et d'idées qui émergeaient sur comment on évalue à l'heure des LLM, etc. Il y a beaucoup de créativité des collègues. Donc ça peut être aussi une façon de répondre à cette question, c'est de se poser tous ensemble la question et tous ensemble la question. Et en l'occurrence, pendant le webinaire, il y a des interventions des participants qui proposaient des choses auxquelles les intervenants n'avaient pas pensé, donc ils disaient on va prendre des notes, effectivement. Donc il y a peut-être aussi, je le disais tout à l'heure, il y a peut-être aussi une réaction de communauté à avoir face à ça pour être plus rapide. Il y a eu aussi fin de l'année dernière un workshop à Neurips, justement sur le même sujet aussi, donc, où il y a pas mal d'initiatives diverses et variées sur ce genre d'utilisation. D'autres expériences dans d'autres universités? Ouais, moi, c'était juste pour répondre parce que le problème des LLM, c'est un peu le même problème que le problème du plagiat, entre guillemets. C'est-à-dire, on avait toujours les étudiants on avait peur que les étudiants se copient les codes les uns les autres. Donc, ça a augmenté la proportion, mais donc nous, on en est réduit à, effectivement, quand on fait des évaluations, on fait des évaluations orales et random. Voilà, tiens, c'est telle partie de code, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle est là, et là, par contre, ils peuvent pas se cacher. Et donc, on le fait très très tôt. Et on met des gros zéros, voilà, t'as pas su parler du code, donc on part du principe que c'est pas ton code, même si c'est le code de ton petit camarade, il fallait que tu mettes le nez dedans, etc. Donc c'est très violent au début, et comme ça ils se disent bon ben si j'utilise des outils du type copilote, au moins il faut que j'ai compris ce que ça faisait, et donc finalement, après tout, une fois qu'on a posé ça, c'est quoi le problème s'ils ont compris ce que le code faisait, quoi. Oui, vas-y. J'ai vécu l'arrivée de Google en tant qu'étudiant et
Mireille? Un des articles qu'on aborde cet après-midi pose la question d'en fait les étudiants à la limite, ok, à partir du principe qu'ils savent lire les codes que génèrent ces outils-là et que demain ces codes sont propres, sont bien écrits, etc. Mais la question du métier de développeur, c'est souvent d'analyser le problème et d'être capable de construire la solution. Et la question qu'on peut se poser, c'est si on n'est plus jamais en situation de construire nous-mêmes la solution, mais on laisse un autre système la construire, qu'est-ce que nous allons faire et à quel moment on ne sera plus en capacité du tout de construire. Parce que écouter un morceau de musique, on sait, mais écrire le morceau de musique, c'est une autre histoire. Et si on ne l'a jamais fait, on ne saura pas le faire. Et cette question-là, pour moi, elle est vraiment fondamentale. Oui. La question que je me pose par rapport à ça, c'est plus une question de chercheur. C'est, je comprends cette remarque, cette inquiétude, mais ce sera quoi le futur langage? Parce que c'est quelque chose qu'on dit en permanence. Je pense que ceux qui ont fait de l'assembleur, quelqu'un en parlait, hein, les compilateurs sont arrivés avec des langages de plus haut niveau, on ne va plus avoir besoin de nous en tant qu'informaticiens parce qu'on n'a plus d'assembleur à faire. On a des langages de très haut niveau qui arrivent, qui sont Python. Toutes les communautés font de la programmation. Et en gros, le métier d'informaticien, comment est-ce que nous, en tant que chercheurs, on va être capable de le révolutionner? Qu'est-ce qu'on va pouvoir créer au niveau recherche comme nouveau langage de plus haut niveau? Alors, de mon point de vue, ce sera des langages conceptuellement de plus haut niveau. C'est là où la partie conception pourrait prendre une place encore plus importante, se mettre en avant, je disais tout à l'heure, pour aller plus loin, pour leur apporter quelque chose de nouveau. Je peux rebondir brièvement sur ce que tu racontes. Donc moi, je suis d'accord, c'est une question super intéressante. J'ai un cours qui s'appelle langage dédié. Le but du jeu, c'est de créer un langage informatique spécialisé à partir de zéro, à partir d'une spécification très informelle, donc ils doivent aller chercher un petit peu les choses, découper le problème en sous-problèmes, etc. Et une de mes craintes, finalement, c'était que le DSL qu'ils allaient créer, il allait se faire remplacer par un bête prompt que ChatGPT allait pouvoir traduire. Et donc on a joué avec ça, et en fait le DSL est quand même beaucoup plus solide et beaucoup moins surprenant quand tu le transformes, parce que ChatGPT fait des bonnes choses dans une majorité de cas, mais il y en a d'autres où c'est complètement inacceptable. Donc trouver le bon langage, en fait, c'est aussi un sujet intéressant côté enseignement et recherche. Et tu peux combiner ça dans un cours de DSL, par exemple, pour étudier la question. Il nous reste un tout petit peu de temps avant la pause de midi. Donc, maintenant, vous connaissez à peu près l'outil. Qu'est-ce que vous envisageriez de changer dans vos enseignements pour intégrer dans un proche futur, je sais pas, la rentrée prochaine, celle d'après, des parties de cet enseignement-là, soit dans l'expérimentation, soit dans l'évaluation, soit, je ne sais pas. Diane. Ouais, je peux donner un exemple de choses qui a très très bien marché. On a initié de faire un QCM par semaine pour les étudiants de première année, pour les forcer à se rendre compte que le cours ça sert à quelque chose, ou qu'ils étaient largués. Et ça a bien marché la première année, mais les enseignants s'épuisent parce que ça leur demande simplement de produire 5 ou 6 questions sur le cours qu'ils ont fait dans la semaine. Bon, moi je pensais que c'était un effort qui était raisonnable, mais voilà, on a constaté que l'équipe pédagogique s'essoufflait. Et puis il y a un des collègues qui a dit mais moi si vous me donnez votre PDF, je vous sors le QCM automatiquement. Et il a dit ça sous le ton de la plaisanterie, et le temps de la réunion, donc en même pas une demi-heure, il a pris sur Web Études, il a récupéré les PDF de 3-4 enseignants, et il leur a proposé 10 questions qui étaient générées par ChatGPT. Il y en avait 8 de bonnes, une complètement idiote et une qui était améliorable. Donc c'était assez bluffant, y compris pour vous savez, souvent quand on fait des QCM, on se pose la question de qu'est-ce qu'on met comme mauvaise réponse. Là, je sais plus, ça a un nom, ça,
Les distracteurs, merci, c'est ça. Et y compris sur les distracteurs, voilà, il était pertinent. Donc c'est voilà, donc il y a des pratiques aussi de l'utilisation. Moi je prenais l'exemple de voilà générer un énième sujet pour un diagramme de classe UML. Ça se fait très très bien avec ChatGPT par exemple. Moi je lui ai demandé, donne-moi un diagramme de classe d'un système de librairie. Voilà, ça marche très bien. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'astuces. Donc là c'est vraiment des astuces de l'utilisation des LLM pour l'enseignement. Et après sur le fait d'apprendre les étudiants à s'en servir, là je pense que par contre on a besoin de bons exemples mais moi je suis aussi persuadé qu'il faut les accompagner dans l'utilisation plus que d'essayer de lutter contre et d'essayer et je suis d'accord avec toi Mathieu sur le fait qu'on manque cruellement en France de systèmes qui seraient pas dépendants des GAFA quoi. Mais c'était vrai avant pour les dépôts Git pour tout un tas de choses. Alors, comme disait Rabea, effectivement, l'évaluation a changé. Elle a même changé en cours d'année parce qu'on ne peut plus le faire de la même façon. Et c'est vrai que j'ai essayé de partir sur, il y a des solutions. Et en fait, même pour l'examen, je n'ai pas forcément eu besoin de les générer avec ChatGPT, mais on pouvait supposer que quelqu'un nous a donné plusieurs solutions. Voilà un problème, j'ai 4 solutions. Et dans l'examen, la question, c'est est-ce qu'il y a déjà une des solutions proposées qui est bonne? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Et c'est parmi celles qui répondent correctement à la question, c'est-à-dire que si on attend 2,5 à la sortie, est-ce qu'on l'a fait de la façon la plus optimale? Est-ce qu'on peut avoir un esprit, donc, même si le résultat est bon, est-ce qu'il n'y avait pas une façon meilleure de le faire? Donc ça va être des questions sur l'évaluation. Sur la génération de documents, en fait, j'ai juste essayé pour des cours que j'avais à monter, mais je n'ai pas obtenu grand-chose de vraiment intéressant. Et la génération de QCM, c'est vrai que j'ai pas fait non plus. En fait, je préférais plus un outil qui m'aide à aller, par exemple... parce qu'il n'y a pas l'entrée dans Moodle sans taper par des cases, ce qui m'énerve beaucoup. Et que ça, je préférais qu'il y ait une API, mais ce serait pas du large langage modèle. Je pense que si vraiment on avait un assistant, j'aimerais bien qu'il nous fasse plein de tâches administratives stupides quand je dois recopier mes notes d'un tableau machin avec un tableau de trucs. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas d'API derrière qu'on ne peut pas le faire en fait, automatiquement. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas un LM. Donc il y a des choses qu'on aimerait automatiser. Et dans les utilisations, c'est vrai que ça m'est arrivé la veille, une étudiante Erasmus qui me dit « Madame, votre examen, il est en français, pourrait avoir une version en anglais ». Et là, j'avais pas le temps parce que la journée était pleine. Merci DeepL qui m'a gardé mes tableaux bien formatés. J'ai relu le sujet et le sujet était nickel. Donc voilà, l'étudiante Erasmus a pu avoir son sujet d'examen en anglais sans effort de ma part. Ok. Deux choses. Alors, une idée pédagogique, je ne sais pas si elle est correcte, mais j'aime bien utiliser ChatGPT comme un énième étudiant de la classe. C'est-à-dire, je prépare des slides et puis je me demande quelles questions il va potentiellement poser ou quelles réponses il va pouvoir apporter. Et après, d'en discuter. C'est-à-dire dire, bon, là c'est juste, parce que parfois c'est juste, là c'est faux. Et ça alimente un petit peu ton cours, comme un intervenant un peu dynamique. Et surprenant, déroutant, mais parfois utile. Donc ça c'est la première chose. Après, ce que j'aimerais bien, c'est cette infrastructure open source, locale, déployable, et qu'on puisse monitorer et collecter les données aussi. Parce que je pense qu'on rate des mines d'informations sur comment les étudiants promptent, et dans quelles tâches, et quels résultats ils obtiennent. C'est dans les GAFAM, et ça va se retourner peut-être contre nous, donc ce serait super d'avoir cette infrastructure. Donc c'est ma liste de Noël, donc il y a encore le temps pour le prochain, je pense. Mais c'est un objectif qu'on peut atteindre peut-être collectivement. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait former?
Ça veut dire quoi qu'ils maîtrisent les données, exactement? Je pense que dans toute votre présentation, vous n'avez pas abordé le fait des données d'entraînement, la collecte des données d'entraînement. Et c'est 99% de votre travail. Moi, je veux un étudiant qui maîtrise le SQL et qui maîtrise la LLM. D'autres. Les données sont essentielles aussi. Ouais. Je veux dire, pas dire l'étudiant idéal, mais l'employé aussi idéal, c'est celui qui va pouvoir utiliser ou appliquer tout ce qu'on peut avoir, la valeur ajoutée d'un LLM dans le travail de tous les jours d'un informaticien. Donc, dans notre cas, ça veut dire qui peut utiliser, je vais dire ChatGPT ou autre, pour par exemple programmer, qui va aider parce que tous ces outils vont aider pour avoir une meilleure performance au travail. Et la bonne maîtrise, ça veut dire bien les utiliser pour avoir un bon résultat ou un résultat d'une bonne qualité. Donc ça peut être dans le code, comme ça peut être aussi dans d'autres aspects, comme on est aussi amené à faire des présentations, à d'autres choses. Par exemple, d'autres exemples, nous, qu'on a fait, ou un collègue a fait, donc on fait des cours maintenant. Bon, l'intelligence artificielle, elle est maintenant importante dans l'entreprise. Et on fait des formations aussi pour les collègues qui viennent, qui n'ont aucune connaissance. Et donc pour ceci, ça marche maintenant. Et pour ceci, par exemple, il a utilisé des outils disponibles à tout le monde. Je me rappelle, il y a par exemple Synthesia, je ne sais pas si vous connaissez aussi, pour faire des formations ou un avatar qui fait la présentation. Et il y a donc j'ai eu une discussion avec lui. Il y a eu un gain de temps énorme lorsqu'on faisait ce type de cours sans l'aide de ces outils-là, et comparé à tous ces outils qui sont disponibles. Donc on parle quand même de 10 fois peut-être de moins de temps, et même une qualité qui peut être meilleure dans ce type de travail. Et je pense donc, pour répondre à la question, oui, un bon employé, ou pour le futur, ou étudiant aussi qui arrive, c'est qui sait maîtriser, qui sait utiliser ces outils-là pour aider dans le travail de tous les jours qu'on fait, quel que soit dans l'informatique, ou ça peut aussi être dans d'autres domaines, je pense. Merci. Je propose de clore là cette séance d'échange.